Bonjour à tous, je vous présente dans ce cours l'anatomie du jéjuno-ilien. Je commence par la définition. Voilà le jéjuno-ilien qui représente la deuxième partie de l'intestin grêle. Donc le jéjuno-ilien représente la deuxième partie de l'intestin grêle. L'intestin grêle est formé par deux segments, le duodénum en haut. Le duodénum représente le segment initial et le jéjuno-ilien qui représente le deuxième segment. Le jéjuno-ilien fait suite au duodénum à l'angle duodéno-jéjunal et se termine au niveau du côlon ascendant par la valvule ilio-cécale. Voilà l'origine et la terminaison du jéjuno-ilien. Donc il fait suite au duodénum au niveau de l'angle duodéno-jéjunal et se termine au niveau du côlon ascendant par la jonction ilio-cécale. L'anatomie descriptive, la situation. Voilà, le jéjuno-ilien occupe l'étage sous-mésocolique de l'abdomen. Voilà le côlon transverse avec son méso, le méso qui relie le côlon transverse à la paroi postérieure, divise la cavité abdominale en deux étages, en haut l'étage sus-mésocolique et en bas l'étage sous-mésocolique. Donc le jéjuno-ilien, comme vous voyez, occupe l'étage sous-mésocolique de l'abdomen. Il est situé sous le mésocolon transverse. Le jéjuno-ilien est formé par 16 anses grêles environ. L'orientation et la disposition. On divise le jéjuno-ilien ou les anses grêles en deux groupes, un groupe gauche et un groupe droit. Le groupe gauche, c'est le jéjunum, formé par des anses grêles allongées transversalement, et le groupe droit, c'est l'ilien, formé par des anses grêles allongées verticalement. La configuration externe, les anses grêles ont l'aspect d'un tube cylindrique, ils ont la forme de cylindre, ayant la forme de U. Chaque anse grêle a la forme de U. Chaque anse grêle présente deux faces convexes, une face et l'autre face de l'autre côté, deux bords, un bord convexe et un bord concave. Le bord convexe libre et un bord adhérent. Il adhère au mésentère. Le mésentère, c'est le méso qui relie les anses grêles à la paroi postérieure. Le même principe du mésocolon transverse. Donc le méso, c'est un repli péritonéal. On a la réunion des deux feuillets du péritoine qui relient le viscère à la paroi postérieure. Ici, le mésentère, c'est un repli péritonéal qui relie les anses grêles à la paroi postérieure. Donc le bord adhérent de l'anse grêle, il est concave comme vous voyez, en regard duquel le péritoine viscéral, donc qui recouvre l'anse grêle, se continue par le mésentère. Les anses grêles sont entièrement péritonisées, les deux faces sont entourées par le péritoine viscéral. Après, arrivant au bord adhérent de l'anse grêle, les deux feuillets vont se réunir et former le mésentère. Les dimensions, la longueur de chaque anse grêle est de 30 à 40 cm. La totalité est de 5 à 6 mètres. La longueur totale de jéjuno-ilien est de 5 à 6 mètres. Le diamètre moyen est de 2 cm. L'intestin grêle, donc le diamètre est de 2 cm. La structure, on a 4 couches ou 4 tuniques superposées. On a la séreuse,
c'est le feuillet viscéral du péritoine, la couche la plus externe, la musculeuse, la sous-muqueuse et la muqueuse. Elle est visible en endoscopie, elle présente des villosités intestinales, des plis circulaires, des amas de follicules lymphoïdes aux plaques de PR. Voilà les 4 couches des onces grêles et voilà l'aspect, vous voyez ici l'aspect de la muqueuse. La fixité, le jéjuno-ilion est mobile, c'est un organe qui est entièrement péritonisé. Il est fixé seulement par ses extrémités, c'est-à-dire il est fixé par sa continuité avec le duodénum au niveau de l'angle duodéno-jéjunal et sa continuité avec le côlon ascendant par la jonction iliocécale. Le deuxième moyen de fixité, c'est le mésentère, qui est un long méso. Les rapports, on commence par les rapports péritoniaux. Les onces grêles sont entièrement péritonisées, sont recouvertes totalement par le péritoine viscéral. Ils sont reliés à la paroi postérieure par un long méso qui est le mésentère. Voilà la forme du mésentère. Donc c'est un méso qui relie les onces grêles à la paroi postérieure. Voilà, regardez ici le mésentère. Il renferme les vaisseaux et les nerfs. Donc le méso, c'est un repli qui relie l'organe à la paroi postérieure dans lequel on trouve le pédicule vasculonerveux, c'est-à-dire les vaisseaux et les nerfs. Ici, le deuxième feuillet du mésentère, il est coupé. Voilà, on l'a coupé ici pour qu'on puisse voir les vaisseaux. Il a la forme d'éventail dont les plis soutiennent les onces grêles. Voilà, ça c'est le bord libre du mésentère, le bord viscéral du mésentère, ou le bord intestinal. Voilà. Et ça, c'est la racine du mésentère. Au niveau du bord libre, où ce bord libre, il répond aux onces grêles. Donc, les onces grêles sont recouvertes du péritoine viscéral, puis ce péritoine va se continuer par par exemple, ça, c'est le méso de chaque once grêle. Ça, c'est le méso d'une once, et ça, c'est le méso d'une autre once, et ainsi de suite. L'ensemble des mésos des onces grêles dans la forme en éventail du mésentère. Donc, ce bord viscéral répond aux onces grêles. Voilà le mésentère. Voilà le mésocolon transverse. Ce mésentère présente un bord pariétal ou racine du mésentère qui est fixe, oblique en bas et à droite, mesure 15 cm de long. Il présente 3 segments, supérieur, moyen et inférieur. Ce bord pariétal, il est relié à la paroi. Il est relié à la paroi postérieure, représenté à ce niveau-là par le péritoine pariétal postérieur. Le deuxième bord, c'est le bord viscéral ou intestinal, c'est celui-là. Il est libre, il répond aux onces grêles, aussi long que le jéjuno-ilion. Donc sa longueur est la même que le jéjuno-ilion, donc elle est de 5 à 6 mètres, dont il suit les sinuosités. Il suit les sinuosités des onces grêles. On peut dire ici que les 2 feuillets du mésentère vont s'écarter à ce niveau-là, au niveau du bord intestinal, pour recouvrir les onces grêles, comme on peut dire que le péritoine viscéral des onces grêles, au niveau du bord adhérent, vont se réunir pour former le mésentère. Le même principe.
Au contact des onces grêles, les deux feuillets du mésentère s'écartent pour les engainer. Ça s'écarte pour engainer les onces grêles. Les rapports avec les organes, les onces grêles forment une masse qui occupe la cavité abdominopelvienne. Elles entrent en rapport avec, en arrière, pour qu'on puisse voir les rapports postérieurs. Ici, on a coupé les onces grêles. Donc, on a la paroi abdominale postérieure, la région rétropéritonéale et les organes rétropéritonéaux, qui sont l'aorte abdominale, la veine cave inférieure, les reins, droit et gauche, les uretères, droit et gauche. Les uretères sont des conduits qui relient les reins à la vessie. Ils sont pairs. On a deux uretères. Et la partie sous-mésocolique du bloc duodéno-pancréatique. Voilà la racine du mésocolon transverse. Et voilà la partie sous-mésocolique du bloc duodéno-pancréatique. Donc ces éléments représentent des rapports postérieurs du jéjunon ilien. Voilà l'aorte abdominale avec la veine cave inférieure, les reins et les uretères et la partie ou les sous-mésocoliques du bloc duodéno-pancréatique sont situés en arrière du jéjunon ilien. En avant, le jéjunon ilien est en rapport avec le grand omentum ou le grand tépiplan qui recouvre donc le jéjunon ilien. Il forme un tablier en avant du jéjunon ilien et la paroi abdominale antérieure. En haut, le jéjunon ilien est en rapport avec le côlon transverse et son méso. En bas, il est en rapport avec le côlon sigmoïde, qui est le segment terminal du côlon, et en rapport avec les organes du petit bassin, les organes pelviens. Donc en bas, le jéjunon ilien est en rapport avec les organes pelviens qui sont représentés par le rectum, qui est la partie terminale du tube digestif, la vessie et l'utérus chez la femme. Voilà les rapports inférieurs du jéjunon ilien. Les rapports inférieurs, vessie, rectum et utérus chez la femme. Sans oublier la partie terminale du côlon ascendant, du côlon, qui est le côlon pelvien ou le côlon sigmoïde. À droite, le jéjunon ilien est en rapport avec le côlon ascendant et le cæcum, qui est la partie initiale du côlon. À gauche, le jéjunon ilien est en rapport avec le côlon descendant. Voilà, on passe à la vascularisation. Le jéjunon ilien, il est très vascularisé, il est richement vascularisé. Les artères viennent de l'artère mésentérique supérieure. Donc la vascularisation artérielle est assurée par les branches intestinales de l'artère mésentérique supérieure, qui est une branche collatérale de l'aorte abdominale. Donc l'artère mésentérique supérieure, elle naît de la face antérieure de l'aorte abdominale. Elle est longue de 20 à 25 cm. Elle se porte en bas et à droite, décrivant une courbe à concavité droite. Elle s'engage entre les deux feuillets du mésentère, décrivant une courbe à concavité droite. Voilà l'artère mésentérique supérieure. Elle passe d'abord derrière le pancréas, puis en avant de la troisième portion du duodénum,
puis elle s'engage entre les deux feuillets du mésentère. Elle se termine à quelques centimètres de l'angle ilio-sécal. L'organisation des artères jejunaux-iliales. Donc cette artère mésentérique supérieure, elle donne des branches intestinales qui sont destinées aux onces grêles. Ces branches intestinales naissent, comme vous voyez, du bord gauche de l'artère mésentérique supérieure. Voilà l'artère mésentérique supérieure et voilà les branches intestinales qui naissent de son bord gauche. Elles se divisent et forment des arcades. Chaque artère intestinale se divise en deux branches. Les branches vont se réunir et vont former des arcades de premier ordre, du deuxième ordre, qui peuvent aller jusqu'au quatrième ordre. Je répète, les branches intestinales vont se diviser. Chaque branche intestinale va se diviser et vont former des arcades de premier ordre, du deuxième ordre, j'ai dit, qui peuvent aller jusqu'au quatrième ordre. Les dernières arcades qui sont parallèles aux onces grêles sont appelées vaisseaux parallèles. Elles donnent les vaisseaux droits. Les dernières arcades donnent les vaisseaux droits. Les vaisseaux droits se distribuent aux onces grêles ou aux onces intestinales en se divisant en deux branches antérieures et postérieures. Chaque vaisseau droit se divise en deux branches antérieures et postérieures pour irriguer les deux faces des onces grêles. Voilà, branche intestinale de l'artère mésentérique supérieure se divise en deux branches, forme des arcades. L'arcade la plus proche des onces grêles est appelée vaisseau parallèle. Du vaisseau parallèle naît un vaisseau droit qui se divise lui-même en deux branches antérieures et postérieures pour irriguer les onces intestinales. Les veines, donc la vascularisation veineuse du jejunaux-ilion est calquée à la vascularisation artérielle, donc elle est parallèle à la vascularisation artérielle. On a les vaisseaux droits vont drainer les onces grêles, puis vont se jeter dans les arcades veineuses. Les arcades vont se jeter dans les veines intestinales qui elles-mêmes vont se jeter dans la veine mésentérique supérieure. Donc les arcades veineuses se regroupent et rejoindre tout le bord gauche de la veine mésentérique supérieure. La veine mésentérique supérieure remonte dans le mésentère à droite de l'artère mésentérique supérieure. Elle va rejoindre la veine splénique pour former la veine porte. Donc la veine mésentérique supérieure rejoint la veine splénique et former la veine porte qui se dirige vers le foie. Voilà la vascularisation veineuse, les vaisseaux droits, les arcades veineuses qui vont se jeter rejoindre le bord gauche de la veine mésentérique supérieure. La veine mésentérique supérieure avec la veine splénique dans la veine porte. Les lymphatiques, les vaisseaux lymphatiques cheminent parallèlement aux artères et aux veines. Ils rejoignent les ganglions lymphatiques, premièrement juxta-intestinaux, près des onces grêles, juste à côté des onces grêles, intermédiaires, qui sont proches des arcades, et centraux, proches des branches intestinales. Ils aboutissent aux ganglions lymphatiques mésentériques et ganglions lymphatiques mésentériques et aux ganglions lymphatiques pré- et latéraux aortiques. Puis se drainent ensuite dans le tronc lombaire gauche et la citerne ampulaire, qui va se continuer par le conduit thoracique. L'innervation, donc on a une double innervation sympathique et parasympathique qui provient du plexus mésentérique supérieur.
Le plexus mésentérique supérieur, c'est une extension du plexus cœliaque. Donc le plexus cœliaque, il est à l'origine de l'innervation de presque tous les organes abdominaux. Donc c'est un plexus qui véhicule des fibres sympathiques, nerveuses sympathiques et parasympathiques. Donc les filets nerveux sont satellites, sont parallèles aux vaisseaux, c'est-à-dire aux artères et aux veines, et vont gagner la paroi du jéjuno-ilien. Donc l'innervation est assurée par le plexus mésentérique supérieur, qui est une branche efférente ou une extension du plexus cœliaque. Je vous explique dans ce chapitre c'est quoi le plexus cœliaque. Le plexus cœliaque ou le plexus solaire, c'est un réseau nerveux formé par l'assemblage des ganglions et des filets nerveux plaqués contre l'origine du tronc cœliaque, de l'artère mésentérique supérieure et des artères rénales. Donc le plexus cœliaque ou solaire est un réseau anastomotique qui innerve presque tous les organes abdominaux. On l'a appelé solaire parce qu'il rayonne comme le soleil. Il est formé par des ganglions nerveux et des filets nerveux. Les ganglions nerveux sont situés autour du tronc cœliaque, autour de l'artère mésentérique supérieure et autour des artères rénales. Ce plexus, comme j'ai dit, il est à l'origine de presque tous les plexus intestinaux, tous les plexus qui vont innerver les organes abdominaux. La constitution, on a ganglion nerveux, on a 3 paires de ganglions. Le ganglion semi-lunaire, proche du tronc cœliaque, ganglion mésentérique supérieur proche, ils sont pairs, chaque ganglion est pair, proche de l'artère mésentérique supérieure, et ganglion aortico-rénaux proche de l'artère rénale. Ces ganglions vont recevoir des branches afférentes. On a le nerf vague droit, il se termine au niveau des extrémités médiales du ganglion semi-lunaire. Ça, c'est la partie parasympathique. Et par les nerfs grand splanchnique, petit splanchnique et splanchnique accessoire. Donc, le nerf grand splanchnique, petit splanchnique et splanchnique accessoire, c'est des branches du système sympathique. Voilà le grand splanchnique et voilà le petit splanchnique et on a aussi le splanchnique accessoire. Ces nerfs splanchniques naissent de la chaîne sympathique. La chaîne sympathique, c'est un élément du système nerveux périphérique formé par des ganglions nerveux reliés par des cordons nerveux. On a 2 chaînes latérales de part et d'autre du rachis allant du cou jusqu'au pelvis. Donc le nerf grand splanchnique numéro 14, il naît des 6e, 7e, 8e, 6e, 7e, 8e et 9e ganglions sympathiques thoraciques. Donc de ces ganglions 6, 7, 8, 9 naît un seul nerf. Donc la réunion forme un seul nerf qui est le grand splanchnique. Il va rejoindre les ganglions nerveux du plexus solaire. Le nerf petit splanchnique numéro 13, ici, voilà, il naît des 10e et 11e ganglions thoraciques et il va rejoindre aussi les ganglions nerveux. Le semi-lunaire, le mésentérique supérieur et l'aortico-rénal. Ça, c'est pour les branches afférentes, c'est-à-dire les branches qui vont vers les ganglions nerveux. Les branches efférentes sont nombreuses, se distribuent à l'ensemble des viscères de la cavité abdominale. De ce plexus, on a plusieurs branches efférentes qui vont vers les viscères de la cavité abdominale et vont l'innerver.
Donc à chaque fois on répète les organes, l'estomac, le bloc duodéno-pancréatique, l'intestin grêle, à chaque fois on répète le plexus solaire, voilà le plexus solaire, de quoi il est constitué. Donc par là, il véhicule des nerfs sympathiques qui viennent de la chaîne sympathique de part et d'autre, et des nerfs, la partie parasympathique qui vient du nerf vague. Donc ces nerfs vont se réunir pour former, avec bien sûr les ganglions nerveux, vont se réunir pour former le plexus solaire. Je vous remercie.